Anthony Horowitz, jeux vidéo. Faites carrière dans les jeux vidéo. Recherche personnes compétentes et enthousiastes pour créer de nouveaux jeux vidéo. Aucun diplôme ni expérience professionnelle exigée. Salaire élevé et prime. Téléphone 181 340 12 25. C'était une annonce banale, semblable à toutes celles affichées sur la vitrine du marchand de journaux de son quartier, mais Kevin sut dès le premier coup d'œil que cet emploi lui était destiné. Il avait 16 ans, il venait de quitter l'école et il avait deux signes distinctifs. Il ne possédait ni diplôme ni expérience professionnelle. Kevin adorait les jeux vidéo. Son ordinateur de poche ne l'avait pas quitté un seul jour au long de l'année écoulée, malgré le règlement scolaire, et lorsqu'un professeur excédé avait fini par le lui confisquer au milieu d'un cours de géographie, juste au moment où il allait trouver la dernière étoile d'or dans la conquête de la Lune. Il était allé directement en acheter un autre doté d'un écran couleur, et avait passé la fin du trimestre à jouer avec. Chaque jour, en rentrant chez lui, Kevin jetait son sac dans un coin, sans se soucier de ses devoirs, et s'installait devant l'ordinateur portable de son père pour une partie de Half-Life ou de Diablo, ou bien devant le sien pour un Quake 3 Arena. La chambre de Kevin regorgeait de magazines et d'affiches sur les jeux vidéo. Il n'avait jamais rencontré la plupart de ses meilleurs amis. Il se contentait d'échanger avec eux des messages sur Internet, en général des tuyaux sur les jeux, les codes secrets et les raccourcis. Ses relations amicales s'arrêtaient là. Le samedi, Kevin prenait le bus pour Londres et se perdait dans les salles de jeux vidéo. Il en connaissait une notamment en plein cœur de Piccadilly, qui s'élevait sur 3 étages et qui était équipée de tous les matériels les plus récents. Kevin montait l'escalator, les poches bourrées de pièces d'une livre. Pour lui, il n'existait rien de plus doux au monde que le son d'une pièce de monnaie neuve tombant dans la fente d'un appareil. À la fin de la journée, il rentrait chez lui en titubant, les poches vides, la tête vide et un sourire béat aux lèvres. Résultat, il avait quitté l'école sans avoir rien appris. Il avait échoué à ses examens, du moins ceux auxquels il avait pris la peine de se présenter. L'université était bien entendu hors de question. Il n'aurait même pas été capable d'orthographier le mot correctement. Or, il s'en apercevait maintenant, les emplois pour les ignorants tels que lui ne couraient pas les rues. Toutefois, il ne s'inquiétait pas particulièrement. Depuis l'âge de 13 ans, il n'avait jamais manqué d'argent et ne voyait aucune raison que cela change. Kevin était le plus jeune d'une famille de 4 enfants qui habitait dans une grande maison à Camden Town, au nord de Londres. Son père, un homme tranquille et triste, travaillait de nuit dans une boulangerie et dormait une grande partie de la journée, si bien que Kevin ne le croisait jamais. Sa mère travaillait dans un magasin. Il avait un frère dans l'armée et une sœur mariée, et un autre frère qui se préparait à devenir chauffeur de taxi. Lui-même était voleur. Et un bon. C'était de cette manière qu'il se procurait l'argent nécessaire pour acheter son matériel informatique et ses jeux. Il avait commencé par du vol à l'étalage, dans les supermarchés, les épiceries du quartier, la librairie et la pharmacie de High Street. Ensuite, il avait rencontré d'autres adolescents qui lui avaient enseigné l'art plus risqué mais plus rentable du vol et du cambriolage de voitures. Il connaissait un pub à Camden Town où il pouvait fourguer un autoradio pour 5 livres, un poste stéréo correct ou une caméra vidéo pour 20 livres, sans qu'on lui pose la moindre question. Kevin ne s'était jamais fait pincer. Et à condition d'être prudent, il n'imaginait pas se faire prendre. Il avait aperçu l'annonce en passant devant la boutique du marchand de journaux. Les emplois, plus exactement les emplois honnêtes, ne l'intéressaient pas. Cependant, la formulation de l'annonce attira son attention, à commencer par salaire élevé et prime. Mais ce n'était pas tout. Il se savait compétent et enthousiaste dès qu'il s'agissait de jeux vidéo. Bien sûr, il courait le risque de perdre son temps si ces gens recherchaient un créateur de programmes qualifié. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est ainsi que 3 jours plus tard, il se retrouva devant un bureau dans Rupert Street, en plein Soho. Il devait rencontrer une certaine mademoiselle Towe. C'était sous ce nom qu'elle s'était présentée lorsque Kevin lui avait téléphoné d'une cabine publique. Il était tellement content d'obtenir un entretien que pour une fois, il n'avait pas démoli le téléphone. Mais maintenant, son assurance faiblissait. L'adresse indiquée correspondait à un immeuble étroit en briques rouges, coincé entre une pâtisserie et un marchand de tabac. La façade était tellement étriquée qu'il passa 2 fois devant, sans la remarquer. C'était un vieil immeuble avec des fenêtres crasseuses et une porte qu'on s'attendait plutôt à voir à l'entrée d'un donjon. Il y avait une petite plaque de cuivre sur le côté. Kevin dut se pencher pour la lire. Jeux Galactique S.A. Ça commençait mal. Kevin lisait une quantité astronomique de magazines spécialisés, pourtant il n'avait jamais lu quoi que ce soit sur ces jeux galactiques. D'ailleurs, en y réfléchissant, quel producteur de jeux vidéo placarderait une annonce dans la vitrine d'un marchand de journaux de Camden Town ? Et quel genre d'entreprise était-ce pour occuper des locaux aussi minables ? Il décida de s'en aller. Il fit demi-tour. Puis se ravisa. Après tout, puisqu'il était là, et qu'il avait payé un ticket de métro,
en trichant sur son âge pour bénéficier d'un demi-tarif. Autant entrer. Il n'avait rien d'autre à faire. Il en serait quitte pour une partie de rigolade, et arriverait peut-être à piquer un cendrier. Il actionna la sonnette. « Oui » dit une voix aiguë et un peu chantante dans l'interphone. « Je suis Kevin Graham. Je viens pour l'annonce. »« Ah oui, montez, je vous en prie, premier étage !» Il y eut un bourdonnement. Kevin poussa la porte. Une étroite volée de marches au bout d'un corridor vide montait dans l'obscurité. Les marches étaient de guingois. L'immeuble datait d'une bonne centaine d'années. Dès que le lourd battant se fut refermé derrière lui, tous les bruits de la rue disparurent. À nouveau, Kevin songea à rebrousser chemin, mais il était trop tard. Une porte s'ouvrit en haut de l'escalier, et une lumière dorée dilua la pénombre, dans laquelle se découpa une silhouette. « Je vous en prie, par ici !» Kevin atteignit la porte, et s'aperçut qu'elle avait été ouverte par une femme très petite, probablement japonaise, vêtue d'une robe noire unie, avec des hauts talons qui la propulsaient en avant, comme si elle allait tomber à plat ventre. Son visage, du moins ce qu'il en vit, était rond et pâle. Des lunettes de soleil noir lui masquaient les yeux. Elle était vraiment très petite. Le haut de sa tête arrivait à peine au menton de Kevin. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Mademoiselle To. » Elle avait un accent étrange. Pas japonais, certainement pas anglais. Elle parlait en laissant de petits espaces entre chaque mot. « Je suis Mademoiselle To. Nous nous sommes parlé au téléphone. » Elle referma la porte. Kevin se retrouva dans une pièce exiguë, avec un petit bureau nu, à l'exception d'un téléphone et d'une chaise. Il n'y avait rien d'autre dans la pièce. Les murs récemment peints en blanc étaient absolument dépouillés, sans même un calendrier. « Rien à voler, » se dit Kevin. « Rien. »« Monsieur Go va vous recevoir maintenant, » annonça Mademoiselle To. Monsieur Go et Mademoiselle To à Soho. Kevin eut envie de rire, mais pour une raison indéfinissable, il en fut incapable. Tout cela était trop bizarre. Monsieur Go était assis dans un bureau contigu à celui de Mademoiselle To. Kevin eut l'impression de passer à travers un miroir. La pièce était identique à la première, avec des murs blancs, un bureau, un téléphone. Une seule différence, il y avait 2 chaises. Monsieur Go mesurait la même taille que sa secrétaire. Lui aussi portait des lunettes noires. Il était habillé d'un gilet un peu trop petit pour lui et d'un pantalon de velours un peu trop grand. Il se leva avec des mouvements saccadés. Lui aussi laissait des espaces entre chaque mot. « Entrez, je vous en prie !» dit Monsieur Go en voyant Kevin sur le pas de la porte. Il sourit, découvrant une rangée de dents plus argentées que blanches. « Asseyez-vous !» Il désigna la seconde chaise à Kevin, qui s'y assit, de plus en plus soupçonneux. Décidément, cet endroit était bizarre. Il y avait quelque chose de louche. Monsieur Go plongea la main dans un tiroir de son bureau et en sortit une feuille de papier qui ressemblait à un formulaire. La lecture n'était pas le fort de Kevin, et de toute façon, la feuille était à l'envers. Toutefois, il remarqua que le formulaire n'était pas rédigé en anglais. Les mots étaient constitués de dessins plutôt que de lettres, et paraissaient tracés de haut en bas, plutôt que de gauche à droite. Il supposa que c'était du japonais. « Quel est votre nom ?» demanda Monsieur Go. « Kevin Graham. Âge 16 ans. Adresse ?» Kevin la lui indiqua. « Vous avez quitté l'école ?»« Ouais, il y a 2 mois. »« Vous avez votre brevet ?»« Non, » répondit Kevin avec mauvaise humeur. « Votre annonce disait que vous n'exigiez aucun diplôme, c'était écrit. Alors pourquoi perdre votre temps à me le demander ?» Monsieur Go releva vivement la tête. Il était impossible de l'affirmer car ses yeux étaient dissimulés derrière les lunettes noires, mais il semblait satisfait. « Vous avez tout à fait raison, » admit-il. « Tout à fait raison. En effet, aucun diplôme n'est exigé. Aucun. Mais pouvez-vous présenter des références ?»« Quelles références ?» Kevin était vautré sur sa chaise. Il avait décidé qu'il se moquait d'avoir ce travail, et il ne voulait pas que ce japonais ridicule s'imagine qu'il y tenait. Des références de vos professeurs, ou de vos parents, ou bien de précédents employeurs, pour m'expliquer quel genre de personne vous êtes. Je n'ai jamais eu d'employeur. Mes professeurs ne vous débiteraient qu'un tas d'idioties, et je préfère ne pas embêter mes parents. Oubliez les références. D'ailleurs, qui en a besoin ? Kevin savait que sa réponse allait mettre un terme à l'entretien. Mais il y avait dans cette pièce vide, et dans ce petit homme qui ressemblait à une poupée, quelque chose qui l'énervait prodigieusement. Il voulait s'en aller. À sa surprise, toutefois, M. Go sourit et hocha vigoureusement la tête. « Absolument !» acquiesça-t-il. « Oublions les références. Bien que vous ne soyez dans mon bureau que depuis 29 secondes et demie, je peux déjà juger de votre personnalité. Alors, mon cher Kevin, vous permettez que je vous appelle Kevin ? Je vois que vous êtes exactement le genre de personne qu'il nous faut. Exactement. » « Où sommes-nous ici ? » ?»« Chez Galactic, » répondit M. Go. « Les meilleurs inventeurs de jeux vidéo de l'univers. En tout cas, les plus en avance de ce côté-ci de la Voie lactée. Nous avons remporté de nombreuses récompenses pour Smash Crash /500. Et notre dernière version, Smash Crash /500+,
sera encore meilleur. Smash, crash, slash, répéta Kevin en fronçant les sourcils. Jamais entendu parler. Il n'a pas encore été commercialisé, pas dans cette région. Mais nous voulons vous faire travailler sur ce jeu, dans ce jeu. Si vous en avez envie, le poste est à vous. Combien vous payez ? 2000 livres par semaine, plus une voiture, plus l'assurance maladie, plus l'indemnité funérailles. L'indemnité funérailles ? Un petit extra que nous offrons à nos collaborateurs. Bien que, évidemment, vous n'en ayez aucun besoin. M. Gou sortit de sa poche un stylo en or et griffonna quelques notes sur la feuille de papier. Puis il tourna celle-ci pour la présenter à Kevin et ajouta « Signez ici !» Kevin prit le stylo. Il était curieusement lourd. Il hésita un instant. « Vous avez dit 2000 par semaine ? C'est exact. Quel genre de voiture ? Celle de votre choix. Mais vous ne m'avez pas expliqué ce que j'aurais à faire. Vous ne m'avez donné aucun détail sur ce travail. » Très bien, dit M. Gou avec un soupir. Tant pis. Ce n'est pas grave. Nous trouverons quelqu'un d'autre. Attendez, si cela ne vous intéresse pas, ça m'intéresse. Kevin avait reniflé l'odeur de l'argent. 2000 livres par semaine et une voiture. Quelle importance que M. Gou soit complètement cinglé et qu'il n'ait jamais entendu parler de cette société ni de ce jeu. Comment s'appelait-il déjà ? Bash Smash Dash. Kevin chercha fébrilement un espace vide sur la feuille de papier et gribouilla son nom. Kevin Graham. Bizarrement, en courant sur le papier, le stylo lui parut devenir brûlant dans sa main. La sensation ne dura qu'une seconde ou deux, juste le temps de signer, mais à peine avait-il terminé que Kevin poussa un cri et lâcha le stylo. Il regarda ses doigts, certain d'y trouver des traces de brûlure. Rien. M. Gou ramassa le stylo, le remit tranquillement dans sa poche et rangea la feuille de papier dans un tiroir du bureau. « Voilà une affaire entendue, conclut-il. Bienvenue à Smash Crash Slash 500+. Je commence quand ? Demanda Kevin. Vous avez déjà commencé, répondit M. Gou en se levant. Nous vous contacterons très bientôt. Je vous en prie, vous pouvez disposer, ajouta-t-il avec un geste vers la porte. Kevin s'apprêtait à élever une objection. Il avait même envie de boxer le nez du petit bonhomme. Il verrait un peu qui il était. Mais sa main le brûlait encore et il avait une envie folle de quitter ce bureau et de respirer l'air de la rue. Il irait peut-être faire un tour dans la salle de jeu de Piccadilly. Ou bien il rentrerait simplement chez lui faire un somme. N'importe quoi plutôt que de rester ici. Il sortit par où il était entré. Mademoiselle Tow n'était plus dans son bureau, mais la seconde porte était ouverte et il s'en approcha. C'est alors qu'il remarqua une chose étrange. La porte luisait. On aurait dit qu'un néon était intégré dans l'encadrement. Quand il la franchit, la lumière dansa dans ses yeux et l'éblouit. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» marmonna-t-il. Il rentra directement chez lui. Il y avait peu de monde dans les parages lorsque Kevin s'engagea dans la rue où il habitait. Il était 3h30 et la plupart des mères étaient parties chercher leurs enfants à l'école ou étaient dans leur cuisine en train de préparer le goûter. Du moins celles qui ne travaillaient pas, bien sûr. Cranwell Grove avait la forme d'un croissant. C'était une longue rue paisible de la fin du XIXe siècle avec des maisons mitoyennes alignées en arc de cercle. La moitié appartenait à un groupement de logements à loyer modéré et le père de Kevin avait eu la chance d'en obtenir un. C'était une maison à 2 étages avec des vitres teintées sur la porte d'entrée et du lierre sur le côté. Bien entendu, Kevin détestait cet endroit. Il se disputait avec les voisins. Pourquoi faisait-il tant d'histoires avec leur chat ? Il ne lui avait lancé qu'une brique. Il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Et puis c'était beaucoup trop calme à son goût. Trop ennuyeux, trop petit bourgeois. Il aurait préféré avoir son propre appartement. Il venait d'atteindre la porte d'entrée quand il remarqua un homme qui avançait vers lui. En temps normal, Kevin ne prêtait aucune attention aux passants qui marchaient dans Cranwell Grove. Mais 2 choses singulières chez cet individu piquèrent sa curiosité. La première était qu'il portait un costume. La seconde était la vitesse à laquelle il se déplaçait. Une démarche rapide et mécanique. Il se dirigeait vers la maison de Kevin, cela ne faisait aucun doute. La première pensée de Kevin fut qu'il s'agissait d'un policier en civil. Alors qu'il avait déjà engagé la clé dans la serrure, il réfléchit très vite aux semaines qui venaient de s'écouler. Il avait fauché un autoradio dans une BMW garée dans Camden Road. Ensuite, une bouteille de gin dans un magasin de spiritueux près de la gare. Mais personne ne l'avait vu. Se pouvait-il qu'une caméra vidéo l'ait enregistré ? Et même si c'était le cas, comment avait-il fait pour le retrouver ? L'homme était tout prêt maintenant, suffisamment prêt pour que Kevin distingue son visage. Il frissonna. La figure de l'homme était ronde et inexpressive. La bouche formait une ligne mince et horizontale. Les yeux étaient aussi inanimés que des billes de verre. L'homme avait subi une opération de chirurgie plastique, qui lui avait laissé plus de plastique que de peau. Ses cheveux eux-mêmes semblaient avoir été peints sur son crâne. L'homme s'arrêta. Il était à une 20aine de mètres. « Qu'est-ce que vous... » commença Kevin. L'homme sortit un revolver. Kevin ouvrit des yeux ronds.
plus stupéfait qu'effrayé. Il avait vu des revolvers des centaines de fois à la télévision. Dans les films, les gens passaient leur temps à se trucider. Mais là, c'était différent. Cet homme, ce parfait étranger, était à quelques pas. Il était dans Cromwell Grove et tenait un... L'homme leva son arme et visa. Kevin poussa un cri et plongea. L'homme tira. La balle frappa la porte à quelques centimètres au-dessus de sa tête, faisant éclater le bois. De vraies balles! Telle fut la première pensée de Kevin. Un vrai revolver avec de vraies balles. Sa deuxième pensée fut plus horrible encore. L'homme le visa à nouveau. En plongeant à couvert, Kevin s'était machinalement agrippé à la clé. Il la tenait encore. Sans réfléchir, il la tourna dans la serrure et faillit pousser un cri de soulagement quand il sentit le battant s'ouvrir derrière lui. Il fit un roulé-boulet à l'intérieur, juste au moment où l'homme faisait feu. Cette fois, la balle s'encastra dans le mur et des éclats de briques lui tombèrent sur la tête. Kevin atterrit sur le tapis du vestibule, se retourna d'un bond et claqua la porte. Il resta là un instant, haletant, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas à lui que cela arrivait. Mais quoi? Qu'est-ce qui ne lui arrivait pas? Il s'efforça de mettre ses idées au clair. Un dingue s'était échappé d'un asile et se promenait dans Cromwell Grove en tirant sur tout ce qui bougeait. Non, ce n'était pas ça. L'homme s'était dirigé droit vers lui. Il n'y avait aucun doute possible. C'était lui que l'homme voulait tuer. Mais pourquoi? Qui était-il? Pourquoi lui? Il entendit des bruits de pas à l'extérieur. L'homme n'avait pas renoncé. Il se rapprochait. Kevin jeta un regard désespéré autour de lui. Était-il seul dans la maison? Maman? Papa? Pas de réponse. Il vit le téléphone. Il aurait dû y songer tout de suite. Un fou dangereux rôdait dehors et il avait perdu de précieuses secondes au lieu d'appeler immédiatement la police. Il arracha brutalement le récepteur. Mais avant qu'il eût le temps de composer le premier chiffre, une volée de coups de feu explosa autour de lui. Il contempla la porte d'un regard horrifié. Le battant semblait se déchiqueter tout seul. Mais il savait que l'homme, de l'autre côté, mitraillait la serrure. Il vit la poignée et la serrure secouée de soubresauts, puis tomber sur le tapis. La porte s'ouvrit. Kevin fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il empoigna la table sur laquelle se trouvait le téléphone et la projeta de toutes ses forces. Il eut de la chance. L'homme apparut sur le seuil à l'instant précis où la table volait à sa rencontre. Il la reçut en plein visage et tomba à la renverse. Kevin, incapable de bouger, reprit sa respiration. Il était sous le choc. Il entendait encore les balles siffler à ses oreilles. La tête lui tournait. Qu'allait-il faire? Ah oui, appeler la police. Mais la prise du téléphone s'était arrachée quand il avait lancé la table. Il y avait un deuxième poste dans la chambre de ses parents. Mais il ne pouvait y accéder car la porte serait fermée à clé. Sa mère la verrouillait depuis qu'elle avait surpris Kevin en train de voler de l'argent dans son sac. Heureusement, il lui restait la solution de la cabine publique, au bout de la rue. Autant y aller que de rester à la maison, car l'homme risquait de reprendre conscience d'un instant à l'autre. Et mieux valait ne pas se trouver dans les parages quand il se réveillerait. Kevin enjamba son corps inerte et sortit. Mais il s'arrêta net. Dans la rue, un deuxième homme marchait dans sa direction. Le plus étrange, et ce qui rendait toute cette histoire cauchemardesque, était que cet homme ressemblait trait pour trait au premier. D'ailleurs, il faisait plus que lui ressembler. Il était son sosie. On aurait dit deux mannequins dans la même vitrine. En d'autres circonstances, cela aurait fait rire Kevin. Même costume sombre, même visage neutre et plastifié, même démarche, et maintenant l'homme plongeait la main dans sa poche pour sortir le même revolver, lourd et argenté. « Allez-vous-en » hurla Kevin. Il fit un bond en arrière à l'intérieur de la maison. La balle perfora le verre épais de la porte d'entrée et termina sa course dans un tableau accroché dans le vestibule. Cette fois, Kevin était sans défense. Il avait déjà utilisé la table du téléphone comme projectile et, hormis le parapluie de sa mère, il n'y avait rien d'autre à sa portée. Il devait fuir. C'était la seule solution. Il avait été attaqué par un fou, et voilà que ce fou avait un frère jumeau. Kevin traversa le hall et monta l'escalier en courant. Il trébucha en voulant jeter un coup d'œil en arrière. Il avait conscience d'une présence. L'homme était là, dans l'encadrement de la porte, et il tirait sur lui. La balle atteignit Kevin à l'épaule. Kevin poussa un cri et sauta par la fenêtre. L'ennui, c'est qu'il n'avait pas eu le temps de l'ouvrir avant de sauter. Le verre et le bois volèrent en éclats. Aveuglé, il se précipita dans le vide et atterrit à quatre pattes sur le toit d'un appentis adossé à la cuisine, au bout du jardin. Il avait mal au poignet et s'aperçut qu'il s'était blessé. Du sang coulait entre le pouce et l'index. Grimaçant, il ôta un morceau de verre de sa peau. Par chance, il ne s'était pas cassé une jambe, car il allait en avoir besoin. D'où il était, accroupi sur le toit, il voyait toutes les arrière-cours des maisons, et pas seulement celles de Camden Grove, mais aussi celles d'Addison Road, la rue parallèle. Tous les rectangles de pelouse, nets et verts, étaient délimités par des murs délabrés et ponctués par des serres, des hangars, des abris de jardin et des barbecues. Il n'eut pas le temps de profiter de la vue. Il redressa la tête et les aperçut. Une demi-douzaine d'hommes armés, tous parfaitement identiques aux deux premiers. Ils se frayaient un chemin par les jardins, escaladaient les clôtures, traversaient les pelouses.
« Oh non !» gémit Kevin. Derrière lui, l'homme qui avait fracassé la porte d'entrée apparut dans l'encadrement de la fenêtre brisée et le visa de son arme. Kevin bondit et atterrit sur la pelouse. La chute lui coupa le souffle, et il resta un instant étourdi et désorienté. L'homme à la fenêtre fit feu. La balle déchiqueta un tournesol. Kevin se releva d'un bond et courut vers le fond du jardin. Il se hissa par-dessus la clôture et dégringola, avec un cri de rage, dans le bassin à poisson rouge du voisin. Il était trempé. Son épaule le lançait douloureusement, son poignet entaillé par le verre le brûlait. Il avait la nausée et se sentait complètement désemparé, mais la peur le poussa à réagir. Il se rendit brusquement compte que depuis le début de ce cauchemar, aucun mot n'avait été prononcé. Une dizaine d'hommes en costume le pourchassaient, mais aucun d'eux n'avait parlé. Et en dépit des détonations au beau milieu de ce paisible après-midi d'été, aucun des habitants de Cronwell Grove n'était sorti pour voir ce qui se passait. Jamais Kevin ne s'était senti aussi seul. Dégoulinant, il traversa le jardin des voisins et franchit d'un bond le muret qui le séparait du suivant. Celui-ci avait un portail qu'il ouvrit, et il déboucha dans une ruelle étroite menant à la rue principale. En boitillant, il avait dû se fouler la cheville, il courut jusqu'au bout de la rue, juste à temps pour sauter dans un bus qui démarrait de l'arrêt. Il se laissa choir avec soulagement sur un siège. Le véhicule prit de la vitesse et Kevin jeta un regard en arrière par la vitre. 4 des hommes en costume, à moins qu'il ne s'agisse de 4 nouveaux poursuivants, étaient apparus dans Cronwell Grove et se mêlaient à un groupe de gens rassemblés au milieu de la rue. 4 mannequins sortis tout droit des vitrines de CA, songea Kevin. Malgré tout, il éprouva un petit pincement de plaisir. Qui que soient ces hommes, il les avait battus, distancés. C'est alors qu'il entendit les motos. Elles surgirent de nulle part, en rugissant, dépassèrent les 4 hommes en costume et foncèrent vers le bus. Kevin en compta 9. Des machines énormes avec des chromes rutilants et de gros pneus noirs. Les 9 motards étaient vêtus d'une tenue de cuir mauve qui les recouvrait de la tête aux pieds. Ils portaient des casques argentés avec une visière noire qui leur dissimulait totalement le visage. « Bon sang !» murmura Kevin. Aucun passager de l'autobus ne semblait l'avoir remarqué. Malgré ses vêtements sales et mouillés, ses cheveux en désordre et son visage en sueur, tout le monde l'ignorait. Même le receveur de l'autobus le frôla avec un sourire absent. Que lui arrivait-il ? Que se passait-il ? La première moto parvint à la hauteur du bus. Le conducteur glissa une main dans son dos et sortit une arme d'un énorme baudrier sanglé sur ses épaules. Kevin le contempla bouche bée. Le motard tenait une sorte de bazooka, un tube long de 3 mètres et gros comme un tronc d'arbre. Kevin laissa échapper un cri. Il tendit le bras pour tirer sur la sonnette d'alarme. Le motard tira. L'explosion fit voler plusieurs vitres en éclats. Une vieille dame qui tenait un journal fut éjectée de son siège. Kevin la vit propulsée de l'avant à l'arrière du bus, où elle retomba sur une banquette, sans cesser de lire. Le bus fit une embardée, monta sur le trottoir et enfonça la vitrine d'un supermarché. Kevin se masqua les yeux et cria. Il sentit tout vaciller et tournoyer autour de lui, tandis que le bus glissait sur le sol carrelé dans un hurlement de frein. Quelque chose de doux lui heurta l'épaule et il ouvrit un œil. Une avalanche de papier toilette cascadait sur lui à travers le trou percé par le projectile du motard. Le bus continua sa course folle à l'intérieur du supermarché, parmi les céréales de petit déjeuner, les produits laitiers, la boulangerie, avant de s'arrêter enfin dans le rayon des aliments pour chiens. Kevin ouvrit l'autre œil, ravi qu'il soit encore là. Il était enseveli sous du verre brisé, des fragments de plâtre, de la poussière et du papier toilette. Les autres passagers étaient toujours assis à leur place et regardaient par les vitres. C'est à peine s'il paraissait surpris que le conducteur eut décidé de prendre un raccourci par le supermarché. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous prend ?» brailla Kevin. « Vous ne voyez donc pas ce qui se passe ?» Personne ne dit rien. La vieille dame qui avait été éjectée de son siège tourna une page de journal et lui adressa un sourire vague. À l'extérieur du supermarché, les motos attendaient, garées en un demi-cercle parfait. Les motards descendirent de leurs engins et se dirigèrent lentement vers ce qui restait de la vitrine. Kevin laissa échapper un sanglot et se leva d'un bond. Il eut tout juste le temps de s'extirper du fatras qui encombrait le bus, avant que le véhicule tout entier disparaisse dans un déluge d'explosions. Les bazookas le déchiquetèrent, comme s'il n'était rien d'autre qu'une grosse boîte rouge en carton. Comment Kevin parvint à sortir du supermarché ? Mystère. Il ne distinguait quasiment rien au milieu du chaos et du nuage de poussière. Le vacarme des bazookas l'assourdissait. Il savait seulement qu'il devait survivre, d'une manière ou d'une autre. Il sauta par-dessus le comptoir des fromages, mais pas assez loin. Un de ses pieds dérapa dans un camembert et il faillit tomber à la renverse. Il aperçut une porte en face de lui et il s'élança. Non seulement sa cheville foulée le faisait souffrir, mais maintenant elle empestait le fromage. La porte donnait sur une réserve, laquelle s'ouvrait sur une plateforme de déchargement.
2 hommes en blouse blanche débardaient une livraison de viande fraîche. Ils ne firent aucune attention à lui. De la viande fraîche. Soudain, Kevin comprit ce qu'il ressentait. Il réussit par miracle à rejoindre Camden High Street, en faisant des détours par des ruelles, en se cachant derrière des voitures en stationnement, scrutant désespérément les alentours, à la recherche des hommes en costume ou des motards. 3 hélicoptères jaunes tournoyaient dans le ciel, et Kevin devina brusquement qu'eux aussi étaient dans le coup. Intuition peut-être. Ou peut-être parce qu'ils portaient les mots « Tuer Kevin Graham » en lettres rouges sur la carlingue. En tout cas, ils étaient des ennemis. Ils le cherchaient. L'un des motards l'aperçut devant Waterstones et tira un projectile qui le manqua de justesse, mais détruisit totalement la librairie et joncha la rue de livres enflammés. Kevin faillit périr quelques secondes plus tard. L'un des hélicoptères lança un missile air-sol à tête chercheuse. Normalement, le missile aurait dû se repérer à la chaleur du corps de Kevin et le désintégrer. Mais Kevin eut de la chance. Il se trouvait devant un magasin d'électricité, et le missile, désorienté par les articles électriques exposés dans la vitrine, se trompa de cible au dernier moment. Il esquiva Kevin pour se détourner sur le magasin, l'anéantissant entièrement, ainsi que 3 autres boutiques situées dans la même galerie commerciale. Kevin fut soufflé à plusieurs mètres par la force de l'explosion, mais sans blessure grave. À 9h du soir, il ne restait plus rien de High Street. Tout était en l'air, au sens propre du terme. La plupart des magasins étaient réduits à des tas de gravats. Les arrêts d'autobus et les réverbères étaient sectionnés en 2, les boîtes à lettres déracinées, les bureaux préfabriqués défabriqués et démolis. Et lorsque l'horloge sonna 9h, elle fut elle-même frappée par une tête thermonucléaire, tirée par un des hélicoptères et réduite en miettes. Une seule satisfaction, les motards en cuir mauve n'étaient plus en vue. De toute façon, il était impossible de rouler dans Camden High Street, autrement qu'en tracteur. Il ne restait rien de l'avenue, sinon une succession d'énormes cratères. L'ennui, c'est que les motos avaient cédé la place à une troupe de dragons volants, verts et argent, dotés de queues de scorpions, de griffes acérées comme des lames de rasoir, et d'yeux pareils à des projecteurs. Les dragons réduisaient ensemble tout ce qui bougeait. Mais rien ne bougeait. La nuit était tombée et avec elle, Camden Town. Kevin Graham était tapi dans un cratère de bombes. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il manquait une jambe entière à son jean, et son corps couvert de sang, fraise ou séché. Il avait une entaille au-dessus de l'œil, et un rond de peau chauve à l'arrière du crâne, où une touffe de cheveux avait brûlé. Ses yeux étaient rouges, il avait pleuré. Les larmes avaient tracé des lignes crasseuses sur ses joues. Il se dissimulait sous un matelas qui avait été soufflé hors d'un magasin de literie. C'était une chance. Le matelas le cachait aux hélicoptères et aux dragons. C'était la seule chose douce qui subsistait en ce monde. Il s'était probablement assoupi car tout à coup il vit la lumière du jour. Le soleil s'était levé. Alentour, tout était silencieux. D'une main tremblante, Kevin repoussa le matelas et se redressa. Il tendit l'oreille un moment, puis se hissa hors du cratère. Le cauchemar était terminé. L'armée qui avait passé la journée à essayer de le tuer avait disparu. Il se dégourdit les jambes, offrit son dos à la tiédeur du soleil, et contempla autour de lui les décombres fumants qui avaient été un faubourg prospère du nord de Londres. Aucune importance. Au diable Camden Town! Il était vivant! Et il avait enfin compris ce qu'il devait faire. Il devait retourner dans Londres et retrouver les bureaux de Galactique. Il devait expliquer à M. Go que tout cela était une regrettable erreur, qu'il ne voulait pas faire carrière dans les jeux vidéo, qu'il n'était pas intéressé par Smash Crash Slash 500+, même si c'était le jeu le plus populaire de l'univers. Et le mot n'était pas trop fort. Maintenant il le savait. Il se demandait seulement de quelle partie de l'univers venait M. Go. Voilà ce qu'il lui restait à faire. M. Go comprendrait. Il déchirerait le contrat et tout serait terminé. Kevin fit un pas et s'immobilisa. Dans le ciel, il entendit un bruit de tonnerre. L'espace d'un instant, le vacarme fut assourdissant. Un étrange roulement, suivi de coups retentissants. Puis un silence. Et enfin un fracas métallique. Un orage d'été ? À l'extrémité du champ de bataille apparut un homme en costume noir, qui se mit à marcher à sa rencontre. Kevin sentit ses genoux se dérober sous lui. Les larmes lui montèrent aux yeux. Un sanglot lui noua la gorge. Il connaissait très bien ce son. Beaucoup trop bien. C'était le son d'une salle de jeux vidéo. Quelqu'un, quelque part, venait de mettre une nouvelle pièce dans l'appareil.